Bienvenue dans Impact Positif, une émission consacrée aux enjeux de la transition écologique et sociale. Et parmi ces enjeux, tout ce que la technologie permettra d'offrir pour accompagner l'adaptation au réchauffement climatique, tout ce qu'elle permettra pour aider à atténuer les émissions de CO2. Et il y a une semaine, Vivatech, la grand-messe de la technologie à Paris, a accueilli beaucoup d'exposants, beaucoup de start-up et des innovateurs. On va en parler avec vous, Dimitri Carbonel. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de Livosphère, mais vous êtes également expert en adaptation climatique. Et vous vous êtes baladé dans les allées de Vivatech la semaine dernière. Et vous allez nous raconter ce que vous avez vu. Vous avez repéré quelques solutions dont vous allez nous faire part aujourd'hui. Et parmi celles-ci, une innovation qui concerne la SNCF, et c'est vraiment dans l'actualité avec ces fortes chaleurs que l'on connaît. Le rail est vulnérable, il a aussi un certain âge, il peut se distendre, cela occasionne des ralentissements, des suppressions de trains. Il y a 52 000 kilomètres de voies à surveiller, c'est un travail colossal de préparation pour les agents, et la saison commence de plus en plus tôt pour eux pour surveiller ces rails. Et la SNCF, elle met au point toute une série de capteurs. On va les voir d'ailleurs, ces capteurs. Expliquez-nous. Oui, alors évidemment, face par exemple à la canicule, on est obligé de surveiller notamment les rails. Pour donner juste un exemple, il y a donc ces petits capteurs sur les rails qui permettent de savoir que la température dépasse notamment les 45 degrés. C'est la limite au-delà de laquelle en fait la SNCF demande à ses trains de ralentir. Ouais. Et bien sûr, quand on dit 45 degrés sur le rail, en général, c'est peut-être 25 ou 30 degrés à l'extérieur. Et ensuite, ça permet, on ralentit les trains, parfois on l'arrête, ce qui peut d'ailleurs avoir un certain nombre d'impacts par la suite en termes d'annulation. Mais il y a aussi d'autres capteurs, des capteurs par exemple d'inondation ou d'autres capteurs aussi sur les caténaires pour vérifier la température. Il n'y a pas que les chaleurs extrêmes, mais aussi les inondations. Mais exactement. Ça rentre aussi. Et en fait, pourquoi c'est si utile ? Parce que ça évite, à tous les techniciens qui opèrent sur les rails de devoir se balader partout sur les quantités de kilomètres de rails et justement de se focaliser là où il y a des problèmes. Après, il y a d'autres dispositifs comme des drones ou d'autres choses aussi qui viennent compléter cela. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que si ce sont des agents qui doivent surveiller tous ces kilomètres de voies, ça devient un peu compliqué. Alors, la SNCF qui a beaucoup de matériel roulant vieillissant, pas facile de remplacer tout d'un seul coup. Il y a le directeur adjoint à l'adaptation du changement climatique, parce qu'il y en a un à la SNCF. Il estimait que les rails pouvaient tenir jusqu'à 2050, et après on réfléchit à l'après. Il a raison ? Oui, alors déjà, première chose, c'est que j'ai posé la question directement aux personnes de la SNCF et puis elles m'ont dit que lorsqu'un rail se déforme, il reprend sa place, donc ça évite évidemment de devoir les changer. Ensuite, quand il parle de 2050, c'est que malgré tout, au-delà d'une certaine température, ça pose des problèmes au niveau du rail, ça peut effectivement provoquer peut-être, est-ce qu'il y a des cisaillements ou d'autres des déformations qui sont très difficiles de revenir, ou il est très difficile de revenir en arrière. Et donc, effectivement, changer un certain nombre de rails pour aller au-delà en termes de température. Pourquoi ? Parce que quand un train va sur un rail, évidemment, ça réchauffe le rail. Ouais. Donc, mais c'est un travail effectivement énorme de devoir faire ça sur l'ensemble des rails. Alors, autre innovation que vous avez repérée, Dimitri Carbonel, dans les allées de Vivatech, c'est la start-up Hot River. C'est une start-up qui exploite l'énergie thermique des fleuves, des lacs, des rivières. Elle développe des solutions innovantes de production de chaleur et de froid bas carbone pour les bâtiments et les réseaux urbains. Alors, expliquez-nous, là, on voit quelques images aussi. Ouais. Tout le monde se dit, OK, il fait chaud, à ce moment-là, directement on prend la clim. En fait, il y a des solutions. Alors, il faut mieux être proche d'une rivière ou d'un fleuve. Mais Hot River, en fait, développe donc des dispositifs. Donc, ces sortes de petits îlots. Et à l'intérieur, il va y avoir ce qu'on appelle un échangeur thermique. Alors, c'est pas des gros tuyaux, c'est des petits tuyaux avec ce qu'on appelle un fluide frigorigène qui va, d'un côté, récupérer la chaleur des bâtiments. Ça va passer dans la rivière en tant que tel. Et puis, ces petits tuyaux vont revenir et va ensuite permettre d'avoir du froid directement du rafraîchissement directement dans les bâtiments. Ça marche aussi en hiver. Il faut savoir qu'il y a une grande inertie thermique dans les fleuves, de telle sorte que quand il fait trop froid, pour le coup, on va avoir du 12-18 degrés par exemple dans le fleuve et il va faire plus chaud effectivement dans les bâtiments. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'efficacité thermique,
est vraiment bien supérieur à évidemment la clim, d'autres choses. Et puis on n'a pas besoin enfin on en a besoin un petit peu, mais pas autant que pour la climatisation. Alors, il n'y a aucun impact écologique, hein. Zéro pollution de l'eau, zéro impact sur la température de l'eau, zéro impact sur l'écosystème aquatique. Alors, on a beaucoup parlé de réseaux de froid urbain, hein, notamment pour le quartier de la Défense. Hein. Il y a eu des difficultés à renouveler le stock de glace et la climatisation a dû être à 26 au lieu d'être un peu plus basse. Ici, on est plus ou moins sur la même technique, on va dire. Alors, il y a des choses qui sont différentes parce que à la Défense, on doit produire du froid. Donc ça signifie qu'il faut énormément d'énergie. Là, on voit l'image, je vous interromps, Dimitri Carbonel, parce qu'on voit effectivement le Louvre est pareil climatisé par un réseau de froid urbain et on voit un peu comment ça se passe avec les canalisations. Mais tout à fait. Et donc là, on va utiliser une énergie, je dirais, naturelle plutôt que de produire du froid comme des réfrigérateurs qui demandent beaucoup d'électricité. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, à la Défense, à un moment, ils n'arrivaient pas à suivre, alors que pour une rivière, évidemment, c'est pas du tout la même histoire. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en œuvre et effectivement, c'est assez malin de sa part, de leur part. Alors, on poursuit avec une autre innovation, c'est Innovaya, c'est une station mobile de recyclage des eaux usées. Alors, c'est important, car il y a très peu d'eaux usées, finalement, qui sont recyclées, qui sont réutilisées. Et en période de sécheresse, il y a plein d'autres aussi problèmes dans le monde entier, eh bien, ça peut s'avérer extrêmement utile aussi. Oui, parce qu'en France, le taux de réutilisation de l'eau, de mémoire, il est inférieur à 1%. C'est ridicule. Alors que l'une des problématiques, évidemment, c'est que si on commence à avoir une grande usine qui permet de recycler, ça coûte quand même une grosse somme d'argent, des gros investissements, et donc on ne le fait pas. Eh bien là, alors c'est pas la panacée, hein, mais là on a une unité mobile qui permet de récupérer des eaux usées. Imaginons, ça peut être dans une usine ou dans un hôpital ou d'autres choses, et qui permet d'avoir une eau qui soit même consommable, puisque c'est je crois que c'est A++, ce qui ensuite évidemment évite d'apprendre de l'eau du réseau. Et puis lorsqu'on a une canicule ou lorsqu'il y a des arrêtés sécheresse, ça nous évite évidemment d'en prendre. Donc c'est aussi un moyen de moins dépendre, de l'eau du réseau. Hein. Encore une fois, en France, il y a notamment un lieu où ils n'ont plus d'accès à de l'eau potable. Oui. Là, potentiellement, on l'a. Ce sont, attention, des petites unités qui sont mobiles, donc on ne peut pas le mettre partout, mais en cas de problématique ou certains locaux, ça peut être extrêmement intéressant. Dernière innovation que vous avez repérée, Dimitri, cette pépite issue du CNRS, qui a fait sensation dans les allées. Alors, c'est BFC qui le développe et il s'agit de la première pile sans métal au monde. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est très simple. Plutôt que d'utiliser des systèmes métalliques avec une cathode et une anode habituelle, ce qu'on va utiliser, effectivement, c'est du papier et des enzymes qui vont produire une petite décharge d'énergie, une petite décharge d'électricité. Qu'est-ce que ça va permettre ? Évidemment, ça ne va pas recharger votre téléphone portable. Mais on va l'utiliser, par exemple, pour des patchs que vous allez mettre directement ici, par exemple, n'importe où, et en prête. D'un côté, il y a le médicament qui va rentrer à l'intérieur, mais ça va suivre vos constantes. Par exemple, ça peut être la température ou d'autres éléments. Et grâce à ça, eh bien, on va éviter d'avoir, parce que c'est du jetable, d'éviter d'avoir de la batterie qui est polluante, et on va avoir quelque chose qui est complètement, effectivement, recyclable, et c'est vraiment le bénéfice. Donc là, potentiellement, pas mal d'impact pour BEFC. Alors, aussi... Vivatech, on sait qu'il y a d'habitude, il y a des invités aussi de prestige qui viennent chaque année. Là, en plus, on a fêté les 10 ans de Vivatech. Cette année, c'est Jeff Bezos qui était là. Jeff Bezos, donc c'est le fondateur d'Amazon, et il a dit une chose quand même surprenante, c'est-à-dire il rêve de rendre la Terre à son état d'avant l'ère industrielle, en quelque sorte en envoyant toutes les activités polluantes ailleurs dans l'espace. On l'écoute et vous nous direz ce que vous en pensez après. Oui. Si le voyage spatial devient suffisamment fiable et bon marché, et si nous pouvons obtenir nos matières premières d'astéroïdes, d'objets proches de la Terre et de la Lune, alors cette planète jardin pourra être rendue à son état d'avant la révolution industrielle. Voilà, propos quand même assez intrigants. C'est le fondateur d'Amazon, qui est une entreprise parmi les plus polluantes de la planète. Ça veut dire qu'il a conscience des conséquences finalement de son activité, des activités humaines sur la planète, sur le vivant, mais pour autant...
va pas changer son modèle d'affaires. En fait, c'est toujours amusant parce que grosso modo, dès qu'il y a un problème, il trouve une solution. Bon, c'est peut-être sans doute un peu l'esprit américain, trouver une solution qui va évidemment dans son intérêt pour développer évidemment le domaine spatial. Évidemment, c'est une solution absurde parce que s'il fallait commencer à remonter toutes les mines, usines ou je ne sais quoi dans l'espace ou sur la Lune, la quantité d'énergie, de ressources qui seraient nécessaires à le faire détruirait complètement la Terre. Enfin, ce genre de truc absurde, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que il est nettement préférable de bien effectivement traiter la Terre. C'est comme nettement plus simple de commencer à tout envoyer dans l'air. C'est comme par exemple Elon Musk qui dit bah oui, on va avoir 1 million d'habitants sur Mars. Bon, franchement, Mars, je vous le déconseille parce que entre d'un côté les différences de température, les moins 40 à les plus 50 degrés, c'est juste invivable. Donc tant qu'à faire, gardons la Terre vivable. Oui, effectivement, ça c'est le message qu'il faudrait plutôt lui faire passer. Jeff Bezos, d'ailleurs, qui est devenu un entrepreneur spatial, elle a aussi une autre activité qui est extrêmement gourmande en CO2. Il a aussi mentionné l'IA, Jeff Bezos, qui ouvrait des perspectives inédites. L'ONU a dit cette semaine que l'IA devrait faire doubler la consommation d'énergie et d'eau des centres de données d'ici 2030, donc c'est-à-dire demain, et que ça pourrait menacer les ressources naturelles de milliards de personnes. Alors on a l'impression que c'est un aspect qui est quand même un peu occulté de l'IA. Oui, en fait, les data centers consomment à la fois beaucoup d'électricité et beaucoup d'eau. Alors, petite chose, c'est qu'en France, par exemple, en moyenne, ça ne va pas perturber l'eau ou l'électricité. En revanche, dans certains lieux, si par exemple il y a une forte demande d'électricité d'un data center ou en eau, là ça peut poser un problème. Et d'ailleurs, pour prendre un exemple, au Texas, ils ont carrément demandé à l'opérateur d'énergie de pouvoir couper l'ensemble des data centers s'il y a une demande trop forte d'électricité. Donc ça montre bien l'impact que ça peut avoir. Et donc, de plus en plus, il va falloir intégrer l'impact de ces data centers dans la consommation globale. Oui. Alors encore une fois, aujourd'hui, on ne consomme pas suffisamment d'électricité en France, donc les data centers, de manière générale, ça peut aider à consommer de l'électricité. Le seul souci, c'est que lorsqu'on est en période de tension, les data centers ne vont pas vous dire oui, on va baisser notre consommation d'électricité. Et là, pour le coup, ça devient nettement plus compliqué. D'accord. Donc, quelle solution dans ces cas-là ? Première chose, c'est que avant la mise en place de data centers, c'est voir quel est l'impact. Deuxième chose, c'est aussi obliger les data centers à pouvoir réduire leur consommation électrique lorsque c'est nécessaire, et puis voir aussi quels sont les impacts en termes d'eau ou d'autres domaines. Troisième chose peut-être, c'est que beaucoup de data centers utilisent des énergies renouvelables. Pourquoi est-ce que ceux-ci ne pourraient pas aussi faire profiter de leur électricité additionnelle aux habitants à côté pour un prix moins cher ? Écoutez, pourquoi pas, pourquoi c'est quelque chose qui pourrait peut-être se faire à l'avenir. Alors, quelle place auront ces green tech dans la transition ? Il y a 350 startups qui ont été promues pour leur technologie à Vivatech, au service du changement. Il y avait 1500 mètres carrés dédiés à l'impact positif. C'est un secteur assez dynamique. On l'a senti à Vivatech ? Alors, oui, mais c'est un peu anecdotique par rapport à l'IA et les robots. Soyons très honnêtes. Je pense que il y a un peu de se donner bonne figure pour être transparent. C'est de l'affichage. Alors, j'irai pas jusque-là. Je veux pas être aussi méchant que ça, parce qu'on a quand même vu qu'il y a des très belles startups qui sont soutenues. Donc non, j'irai pas jusque-là. Mais c'est vrai que c'est pas le centre d'attention. Un exemple concret, moi j'interviens assez régulièrement à Vivatech sur les enjeux adaptation au changement climatique. C'est là, j'ai intervenu peut-être 4 années de suite, ou même 5 je crois. Et après, là j'ai plus été sollicité, mais parce que les enjeux c'est surtout au niveau de l'IA. On parle un petit peu aussi des impacts environnementaux de l'IA, mais pas assez fortement. Je pense que ça va revenir. C'est comme pour la canicule. Dès lors que ça commence à faire mal, les esprits commencent, entre guillemets, je dirais pas à s'échauffer, mais à se dire là, il faut peut-être faire quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la tentation de se dire on ne change rien, le progrès va nous sauver, Marine Le Pen, elle a dit il y a quelques jours, effectivement, je crois au progrès et aux solutions technologiques grâce au génie de l'être humain pour faire face au changement climatique qui provoque les canicules comme celles qu'on connaît et qu'on va encore connaître d'ailleurs. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, la technologie permet de trouver des solutions. Le seul souci des technologies, c'est que si on est complètement dépendant d'elles,
prendre l'exemple, que ça soit y compris de la clim ou par exemple de l'IA, le jour où on n'a plus d'électricité, on n'a plus rien. Et d'ailleurs, il y a un terme parfois que j'utilise qui s'appelle le technocollapse. Alors je ne veux pas faire peur, même si le terme fait un peu peur. C'est qu'il peut y avoir des cas où, avec l'utilisation de la climatisation, avec l'utilisation notamment des data centers et d'autres usages de l'électricité, on pompe tellement d'énergie qu'au final, sur le plan territorial, ça met un peu en carafe le réseau et qu'on n'ait même plus accès à l'IA, aux climatiseurs, etc. Parce que, grosso modo, il n'y a plus suffisamment d'électricité. Voire aussi le transformateur qui a explosé parce que il y avait une trop forte demande de la part, pour le coup, de climatiseurs notamment, parce que ça chauffe, la demande en électricité est tellement forte que le transformateur n'a pas la capacité en fait de pouvoir faire ça. Donc on voit que en fait l'idée c'est technocollapse, c'est un peu l'idée de on demande beaucoup, les technologies demandent beaucoup d'électricité, le contre-coup c'est ça crée un effondrement entre guillemets énergétique ou local qui empêche l'utilisation aussi des technologies par la suite. Oui, et puis c'est important de remettre toujours les choses dans leur contexte. Si on subit cette canicule aujourd'hui, ces chaleurs extrêmes, c'est parce qu'il y a une concentration de CO2 dans l'atmosphère et qu'il faut arrêter d'émettre du CO2. Il faut arrêter d'en mettre dans l'atmosphère. Oui, alors soyons clairs, arrêter d'émettre du CO2, ça va être un peu compliqué. Sans vouloir être négatif, la meilleure manière que nous arrêtions, c'est qu'il n'y ait plus d'humanité. On ne va pas arriver jusqu'à ces extrêmes-là. Il y a des scénarios. Il y a des scénarios. Plus tard qu'il y a effectivement une semaine, j'accueillais Magali Reguez-Zazid qui publiait un livre 2055. C'est fini, plus de carbone émis dans donc. Il y a des pistes, il y a des scénarios, c'est possible. En fait, je pense que il va y avoir deux choses. La première des choses, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour réduire notre émission de CO2. Il y a la Terre qui absorbe ces émissions de CO2. Quand on parle de neutralité carbone, ça ne veut pas dire qu'on n'émet plus rien. Oui. C'est-à-dire qu'on émet encore, mais c'est absorbé. Et puis il y a une troisième chose, ça c'est plutôt malheureuse, c'est que lorsqu'il y a des canicules, des inondations, vous avez une canicule, les gens ne se déplacent plus, une inondation, l'usine ne produit plus, vous ne pouvez plus vous déplacer, etc. Donc il y a bien une réduction des émissions de CO2, mais qui est contrainte. Et donc là, tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait pour réduire nos émissions sans que ça soit au détriment de nos déplacements, de notre production, etc. Oui, ça c'est tout l'enjeu, effectivement. On en débattra certainement lors de cette campagne présidentielle. J'espère. Dimitri Carbonel, s'il y a quelque chose de positif à retenir en ce moment dans ce que nous vivons, ce serait quoi ? Alors, il y a une chose qui est juste extraordinaire. C'est l'ensemble des initiatives territoriales locales qui de plus en plus interviennent les unes avec les autres. Alors, je suis notamment aussi porte-parole des Shifters. C'est un groupe qui est associé au Shift Project, qui est mené par Jean-Marc Jancovici. Et qu'on reçoit régulièrement ici. Et il y a énormément... Alors, une très bonne... on n'est pas du tout défaitiste, comme parfois on entend certains politiques le dire, avec beaucoup d'initiatives locales et aussi en partenariat, que ce soit avec les entreprises, les habitants, les collectivités. Ce qu'il faudrait, c'est que aussi l'État et la région donnent plus de pouvoir donc justement à ces citoyens, à ces entreprises pour faire les choses par elles-mêmes, parce que l'adaptation c'est souvent bien plus pertinent quand c'est fait localement. Alors aussi pour la petite anecdote, j'ai écrit un livre qui s'appelle 2050 Crash ou Renaissance vers une société boule de Guy. Et la société boule de Guy, c'est quoi ? C'est justement quand l'État, la région et d'autres acteurs aident les territoires à trouver des solutions, y compris en solutions dégradées, à coopérer entre elles pour que s'il y a une problématique en termes d'énergie, d'eau, ils arrivent toujours à s'en sortir et aussi de les aider à terme des ressources financières, mais aussi ressources de compétences, etc. Il faut vraiment que l'État bascule d'un mode un peu ce qu'on appelle jacobin vers je donne du pouvoir aux collectivités pour qu'elles travaillent ensemble et les moyens de le faire. Oui, et c'est vrai que la transition, l'échelle locale, c'est vraiment parfait pour avoir des résultats et pour que les lignes bougent. Oui, surtout que... alors, ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils disent « le climat, on peut plus rien faire », ok. Bon, maintenant, si on regarde au niveau du territoire, je peux commencer à végétaliser tel endroit, donc c'est nettement plus agréable, ou je peux faire du vélo. Je dis pas que c'est une solution partout, c'est plus agréable, sauf en période de canicule, mais c'est pas toujours la canicule. Donc, il y a plein de solutions qui ont un impact environnemental, mais qui ont aussi un impact sur la santé, sur les relations entre les autres. Lié, d'ailleurs. Oui. Et donc, ce que je veux dire, il faut voir ça. Et là,
Cette solidarité, alors qu'il y a beaucoup de clivages sur le plan politique national, elle est essentielle. Oui. Ce qui nous sauve, c'est la solidarité qu'on a entre nous. Et ces liens, ça se crée parce qu'on discute avec le voisin, parce qu'on lui donne un coup de main, parce qu'on intervient aussi dans la collectivité ou avec des entreprises à côté. Et les entreprises aussi investissent aussi là où elles sont. Merci beaucoup, Dimitri Carbonel, d'être venu dans Impact Positif. C'est une émission que vous pouvez revoir en replay sur tf1info.fr et c'est évidemment un podcast à retrouver sur toutes les plateformes. Vous avez vu, il y a le QR code. N'hésitez pas à flasher pour retrouver tous les épisodes. Merci encore. Merci.